Jean de Camp est un homme malheureux. Malheureux parce que né au XXe siècle. Il aurait aimé naître avant. Une seule chose le passionne dans la vie, l'histoire. Tout petit déjà, il se plongeait avec délice dans la lecture de récits d'autrefois pour satisfaire une sensibilité romantique. À 20 ans, hélas, il crachait sur le modernisme et la façon de vivre de son époque avec la hargne d'un vieillard kakoshim. Aujourd'hui, à 40, longue silhouette efflanquée, le cheveu plat et le regard triste, il ne s'intéresse plus qu'au passé, très rarement au présent. Sa passion comporte malgré tout des avantages pratiques qui pourraient ne pas être négligeables puisqu'il gagne, en principe, sa vie en exploitant un magasin d'antiquités situé dans une petite rue à Paris, près des grands boulevards. Hélas, si cette activité paraît tout à fait en accord avec son caractère, cet étrange garçon n'a pas le moins du monde la bosse du commerce. Eh oui, ce qui pouvait sembler pour lui la solution idéale est en réalité un échec total. Il est évident que dans un siècle comme le nôtre, qui veut réussir doit se tenir en permanence à la pointe du progrès. Or, les méthodes d'achat de Jean de Camp sont déplorablement surannées. Et sa boutique, fort luxueuse au départ, s'est rapidement transformée en vulgaire bric-à-brac. Jean assiste naturellement aux mêmes ventes que ses collègues, mais pour une raison ou pour une autre, il trouve toujours moyen d'aller trop loin dans une enchère quand il ne confond pas une époque avec une autre. Il prend aussi facilement de l'Uniprix pour du Tiffany, bref, il n'est pas vraiment génial sur le plan des affaires. Et comme en outre, il manque de modestie, il impute volontiers ses lacunes dans ce domaine à la simple malchance. Il sait pertinemment qu'un jour, la roue finira par tourner. Lui aussi, comme les autres, aura le grand honneur de tomber sur un Rembrandt ou sur du vrai Chippendale. Et ce fameux jour, c'est peut-être bien aujourd'hui. La chance ne se présente pas sous la forme d'un tableau ni d'un secrétaire ancien, mais sous celle d'une vieille cantine de marin, d'aspect, à vrai dire, plutôt délabré et dont nul ne connaît le contenu. Jean de Camp assiste à la vente aux enchères biannuelles de la galerie Schlimst, quand cet intéressant objet paraît sur l'estrade. Jean, qui mâchonne nerveusement le coin de son catalogue dans le fond de la grande salle poussiéreuse, lève aussitôt la main pour en proposer 200 francs. Le commissaire-priseur, très professionnel, repousse l'offre misérable. Allons donc, cette malle provient de la succession de Feu Dupont du Chenil, l'un de nos grands financiers, qui était à la fois homme de bien et homme de goût. Elle contient divers objets, intéressants à plus d'un titre et probablement de valeur, dont nous n'avons pas dressé la liste. Compte tenu de ce que nous connaissons du reste de la succession, elle pourrait se révéler une affaire exceptionnelle moralement. Nous nous sentons tenus de la mettre à prix à 500 francs minimum. Qui dit mieux? Une voix en propose 400. L'homme de l'art refuse. Jean, pour sa part, mâchouille toujours son catalogue. Il sait bien que la galerie n'a pas mis cette cantine en vente sans avoir une idée précise de son contenu. Mais sa curiosité est éveillée. Soudain décidé, il agite en l'air la main qui tient le catalogue. Le commissaire-priseur hoche la tête. 500 francs. Qui dit mieux? 500 francs à ma droite. 500 francs une fois. 500 francs deux fois. Personne ne se manifeste. 500 francs 3 fois, cette cantine est à vous, monsieur. Ce n'est que 2h30 plus tard, car il a bien fallu trouver un taxi, que Jean de Camp, de retour dans son arrière-boutique, peut enfin découvrir le contenu de la malle. Contenu, à vrai dire, assez hétéroclite. Il n'est pas sûr que tout ça vaille 500 francs. Poussant un soupir un peu triste, il examine les objets un à un. Une chemise d'homme, une paire de charentaises marron, une bouteille d'eau de vie d'environ un demi-litre qui a été ouverte. Le nom sur l'étiquette est devenu illisible, mais à l'odeur, on ne peut s'y tromper. En tout cas, elle est vieille. Et Jean de Camp est amateur de vieux alcools. Il y a également un petit coffret en bois qui contient une paire de boutons de manchette en nacre, et puis un pantalon et une grosse veste d'intérieur dont le velours s'est élimé avec le temps. Un point, c'est tout. Rien que de la camelote.
s'exclame Jean de Camp avec amertume. De dépit, il donne un coup de pied dans la malle. On entend l'eau de vie glouter dans sa bouteille aux 3/4 pleine. Il essaierait bien de s'enivrer, mais il est trop déprimé pour avoir même envie de prendre une cuite. Mais comme il veut replier le veston avant de refermer le couvercle, il sent soudain, plutôt qu'il n'entend, le tissu crissé sous ses doigts. Alors, le cœur battant, il palpe l'étoffe ancienne jusqu'à ce qu'il découvre la cause de ce crissement. Là, sous la doublure du vêtement, il y a quelque chose de raide. Des billets, peut-être. Le propriétaire de la veste était un financier. Dans la poche intérieure, il y a une déchirure. L'objet a dû glisser par là. Jean de Camp enfonce la main et retire l'objet en question. Déception. Ça n'est pas de l'argent, mais un simple papier plié en 4. Il l'ouvre. Le contact de ce vélin ancien, la vue de cette écriture dont la calligraphie date d'une autre époque, lui procure les premières sensations agréables de la journée. Est-ce une lettre? Le texte est daté et signé, mais ne porte pas de salutation. Jean de Camp s'approche de la lampe pour le déchiffrer. Ce 24 novembre 1922. Oh, ce document a plus de 60 ans. Voici le texte qu'il lit avec un intérêt croissant. Je, sous-signé Pierre Dupont du Chenil, confesse par la présente avoir assassiné mon associé Robert Durandal le 17 novembre 1922. Je fais cet aveu pour soulager ma conscience. C'est l'amour du lucre et la crainte que mes agissements ne soient découverts qui m'ont amené à commettre cet horrible crime. Je laisse après moi ce document comme un avertissement pour tous ceux qui seraient tentés de s'engager à leur tour dans les voies tortueuses du péché. Jean de Camp achève sa lecture tremblant d'excitation. La confession d'un meurtre vieux de plus d'un demi-siècle. Il n'est d'abord séduit que par le romanesque de sa découverte, mais dans un deuxième temps, il commence à envisager d'autres implications. Ce papier, assurément, est authentique. La galerie, de toute manière, garantit son origine. Il doit bien y avoir un moyen d'en tirer de l'argent, puisque ce type avoue avoir commis un meurtre. Quand même, un meurtre vieux de plus de 60 ans. Mais bien sûr, ça ne peut pas être le Dupont du Chenil qui vient de mourir qui l'a commis. Plus vraisemblablement son père ou son grand-père. Jean de Camp commence soudain à se sentir très en forme. Il trouvera sûrement plus d'une centaine de collectionneurs prêts à payer une forte somme pour ce malheureux bout de papier. Quand il se couche ce soir-là, il pose la lettre bien en évidence à côté de son lit sur sa table de chevet. Comme un rayon de soleil, dès le réveil, elle illuminera sa journée. Hélas, dans la matinée, le rayon de soleil se trouve obscurci par de légers nuages. Jean de Camp, qui a couru à la bibliothèque consulter les archives de l'époque, s'aperçoit en effet que le crime n'a jamais été découvert. Tout le monde a cru à un simple accident de la circulation. Voilà qui remet tout en question. Mais quelle valeur cette lettre peut-elle présenter maintenant pour un collectionneur? Il faudrait d'abord prouver le crime, et sans doute aussi son authenticité, qui pourrait s'y intéresser. Finalement, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est en déjeunant vers midi dans un self-service du quartier de l'Opéra que Jean de Camp trouve la réponse qu'il cherchait. « Mais oui, Madame Dupont du Chenil !» s'exclame-t-il soudain en regardant sa voisine de table engloutir un petit salé aux lentilles. La dame, un peu surprise, le voit partir en courant, laissant son plateau plein. Quelle est donc cette idée lumineuse qui vient de traverser l'esprit de Jean de Camp? Il n'y a plus de Madame Dupont du Chenil. Son mari est mort veuf, laissant cependant 2 héritières,
Ses deux sœurs, demoiselles l'une et l'autre, dont Jean de Camp n'a eu aucun mal à retrouver la trace. Elles ont toujours vécu avec leur frère. Sur le coup des 4 heures, une très bonne heure pour les visites, Jean de Camp presse d'un doigt ferme la sonnette de leur hôtel particulier caché dans la verdure d'une allée discrète du 16e arrondissement. Cette vaste demeure d'au moins 25 pièces n'est plus habitée que par ces 2 femmes, leurs 7 chats, tous mâles pour limiter le risque de progéniture, et leur vieille bonne. C'est cette dernière qui vient lui ouvrir. Au vu de sa carte de visite, Jean de Camp antiquaire est aussitôt introduit dans un immense salon où les 2 vieilles demoiselles viennent le rejoindre. « C'est très gentil à vous d'être venu, » lui dit l'aînée, Juliette. « Nous n'étions pas satisfaites du tout des conditions auxquelles la galerie désirait acheter M. de Camp, et ma sœur Camille et moi-même espérions bien qu'un particulier... »« Asseyez-vous, monsieur, » coupe sa sœur. « Nous allions prendre une tasse de thé, voulez-vous vous joindre à nous ?»« Merci de votre accueil, » répond Jean de Camp, « mais je crains que vous ne compreniez pas très bien. »« Oh, vous pouvez jouer franc jeu avec nous, cher monsieur, » reprend l'aîné. « Au contraire, nous comprenons parfaitement. En fait, voyez-vous, c'est sur la volonté expresse de notre cher frère que nous avons mis une partie de ses biens en vente. L'argent de la vente sera versé à une œuvre de charité sélectionnée par ses soins. Désirez-vous voir les objets qui sont encore en notre possession ?» Jean de Camp se racle la gorge. « À vrai dire, je ne suis pas venu en acheteur, voyez-vous. Ce serait plutôt le contraire. »« Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas très bien, monsieur. » Jean de Camp toussote pour s'éclaircir la voix. « Vous souvenez-vous, mesdemoiselles, d'avoir entendu parler d'un homme nommé Robert Durandal ?»« Bien entendu, » répond l'aîné des sœurs. « C'était l'associé de mon grand-père. Mais pourquoi vous référez à lui ?»« Pour une excellente raison, mademoiselle Dupont-Duchenil. Cet homme a eu une fin assez, comment dirais-je, assez dramatique, n'est-ce pas ? » Franchement, je ne saurais trop vous dire, monsieur. J'étais à peine né à l'époque. Venez-en au fait, je vous prie. C'est bien mon intention, réplique Jean de Camp, qui tire alors la confession de sa poche. Le fait, comme vous dites, est exposé dans cette lettre laissée par votre grand-père. Si vous voulez bien en prendre connaissance, mademoiselle. La vieille demoiselle prend la lettre qui lui est tendue, chausse ses lunettes et se met à pâlir au fil de sa lecture. « Qu'y a-t-il, Juliette ?» questionne sa sœur. « Allez dans votre chambre, Camille. »« Comment ? Allez dans votre chambre, Camille !» répète l'aînée. À regret, Camille, s'inclinant devant la forte personnalité de sa sœur, quitte la pièce. Restée seule avec Jean de Camp, qui lui retire doucement mais fermement la fameuse lettre des mains, Juliette le fusille du regard. « Eh bien, allez-vous, monsieur, m'expliquer ce que signifie cette plaisanterie? Je la trouve de fort mauvais goût. »« Une plaisanterie ?» répète après elle Jean de Camp d'un ton suave. « Mais je ne crois pas à une plaisanterie, mademoiselle. Pas plus que vous n'y croyez vous-même. J'ai trouvé ce document dans la poche d'un veston, enfermé dans une cantine ayant appartenu à votre grand-père. Cantine que j'ai achetée lors d'une vente aux enchères organisée par la galerie. »« Très bien, » dit la vieille demoiselle, aussi rouge à présent qu'un coquelicot. « J'admets que cette lettre est authentique, mais qu'avez-vous l'intention d'en faire, monsieur? »« Eh bien, je vais la vendre, mademoiselle. »« À qui? » ?»« Au plus offrant. »« Et qui va vous l'acheter, monsieur? Quel intérêt peut présenter la confession d'un homme enterré depuis plus de 60 ans? Il ne craint plus la mort. »« Il y a d'autres châtiments, mademoiselle Dupont-Duchenil. Ainsi, votre grand-père a écrit qu'il avait peur que ses agissements soient découverts. De quels agissements pouvait-il s'agir? Voulez-vous que nous cherchions ensemble à qui son crime a profité? On peut imaginer
une fraude ou un vol sur lequel la fortune des Dupont du Chenil se serait fondée. Est-ce que cette idée vous paraît intéressante? La vieille demoiselle se raidit sur son siège. Pouvez-vous prouver ce que vous avancez là, monsieur? Quelle importance, mademoiselle. Imaginez seulement ce que les gens vont penser quand cette lettre sera publiée, car elle le sera, n'en doutez pas. Ce genre d'histoire fait de l'excellente copie pour un journal. La réputation de votre famille risque d'en souffrir quelque peu. Vous êtes un infâme personnage, s'écrie Juliette. Pardonnez-moi, mademoiselle, je n'avais pas l'intention de présenter cette affaire sous un jour aussi noir. Non, je pensais simplement que vous seriez désireuse d'acquérir cette lettre en souvenir de votre grand-père. Mais naturellement, comme elle ne vous intéresse pas, dit-il en faisant mine de se lever. Asseyez-vous, ordonne la vieille demoiselle. Je ne vous ai pas entendu mentionner de prix. 100 000 francs. 50. 90 000 francs. 65 000 francs, c'est mon dernier mot. 75 000, mademoiselle, et le marché sera conclu. 70 000, je paie comptant. Donnez-moi quelques jours. À l'heure convenue pour le règlement, le jeudi suivant, une Rolls à la carrosserie étincelante s'arrête au bord du trottoir devant le magasin d'antiquités. Jean de Camp se précipite pour ouvrir. « Je voudrais voir la malle », dit la visiteuse à peine entrée, simplement pour m'assurer que... « Mais c'est tout naturel, mademoiselle », répond Jean de Camp avec un grand sourire. « Asseyez-vous, je vous en prie, je vous la porte tout de suite. » Il la ramène en effet de l'arrière-boutique et demande triomphalement, en soulevant le couvercle, « La reconnaissez-vous, mademoiselle Dupont du Chenil ?» La vieille demoiselle se penche sur le coffre. Un à un, elle sort les objets qu'il contient pour les examiner. « C'est bien la malle de mon grand-père, dit-elle d'un ton las. Nous aurions mieux fait de la ranger au grenier. Eh bien, monsieur de Camp, je ne vois pas d'autre solution que de conclure notre marché. » Elle ouvre son sac pour en tirer une enveloppe bleue très épaisse. « Vérifiez, monsieur, mais le compte y est. » Alors qu'elle veut la tendre à Jean de Camp, elle porte soudain la main à sa poitrine. « Qu'y a-t-il, mademoiselle ?» s'informe l'antiquaire. « Excusez-moi, je me sens tout à coup sur le point de m'évanouir. »« Oh, non, ce n'est rien, monsieur, je suis sûr que ça va passer. » « Puis-je vous offrir un verre d'eau, mademoiselle ?»« Non, pas de l'eau, je vous remercie, pas de l'eau. » Mademoiselle Dupont du Chenil toussote alors délicatement. « Mais peut-être qu'un peu d'alcool me ferait du bien. »« De l'alcool ?» répète Jean de Camp, qui voit le regard de Juliette se poser sur la bouteille rangée sur le dessus de la malle. « Mais bien sûr, de l'alcool, mais attendez-moi un instant, mademoiselle. » Il revient de son arrière-boutique avec 2 verres à pied et verse dans chacun un peu du contenu de la bouteille. Il en tend un à mademoiselle Dupont du Chenil et lève le sien en déclarant « Eh bien, mademoiselle, à la santé de votre grand-père qui a eu la bonté de nous léguer cet alcool ancien. » Puis, il vide son verre d'un trait. « Vous ne buvez pas, mademoiselle ?» s'étonne-t-il, voyant que Juliette ne touche pas au sien. « Vous avez tort, ça vous remonterait. »« J'en doute, » réplique la vieille demoiselle. « À propos, monsieur de Camp, savez-vous comment est mort mon grand-père ?»« Non, répond Jean de Camp avec difficulté, d'une voix devenue curieusement pâteuse. « Eh bien, monsieur de Camp, le médecin a déclaré mon grand-père victime d'une crise cardiaque pour nous épargner le scandale. Ma chère grand-mère n'a jamais su qu'il s'était empoisonné. Après le décès de son mari, elle a rangé toutes ses affaires dans une malle pour ne plus les voir, les vêtements qu'il portait ce soir-là, jusqu'à la bouteille d'eau de vie qu'il venait d'entamer. Mon père s'est souvent demandé où avait bien pu disparaître le poison. Rendons hommage à votre passion des antiquités, monsieur de Camp, passion qui vient de me permettre de résoudre cette énigme. »
encore cette maudite clochette. Elisabeth ne le laissera donc jamais tranquille. Arnold Bourdon a vraiment de plus en plus de mal à supporter sa femme. C'est elle qui est malade, une atrophie musculaire progressive, mais c'est lui qui souffre le plus. C'est du moins comme ça qu'il sent les choses. Toute la journée, de son fauteuil roulant ou de son lit, elle l'accable de récriminations et de plaintes de toutes sortes. Oh, maudite clochette! Il se précipite dans la cuisine et prépare un œuf à la coque pour sa chère et tendre épouse, en faisant surtout bien attention à ce qu'il reste très exactement 2 minutes dans l'eau bouillante, pas une de plus. 3 domestiques dans la maison, mais c'est lui qui doit préparer tous les matins le petit déjeuner. Elisabeth y tient. Une petite humiliation supplémentaire, histoire de lui faire sentir qu'il est son mari, sans doute, mais qu'elle a tout pouvoir sur lui. Elle est très très riche, et lui ne possède rien d'autre que sa prestance, sa distinction et une forme physique éblouissante qu'il passe son temps à entretenir. Quand il entre dans la chambre portant le plateau, Elisabeth est assise sur son lit. Elle lui jette un regard peu aimable. « Eh bien, on peut dire que tu as été long ce matin. » Elisabeth n'a jamais été très jolie, mais alors là, maintenant, avec ses cheveux grisonnants et son teint jaunâtre, elle ressemble de plus en plus à une vieille femme. Dire que quelqu'un comme moi, placé au tennis et tellement bien dans sa peau pour un homme de 48 ans, doit partager la vie de ce monstre tyrannique, se dit Arnold. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce plateau empoté? C'est pourtant pas très compliqué. Si cette femme que tu as engagée est aussi maladroite que toi, ça promet. Arnold pose délicatement le plateau devant son épouse en remontant son oreiller. Bon appétit, ma chérie. Tu as très bonne mine ce matin. Ce doit être ce nouveau traitement qui te convient. Non, je ne me sens pas bien du tout. Et puis, ce thé est déjà froid. Il est 9 heures. Son train arrive dans 10 minutes. Il faut que j'aille à la gare. On dirait que tu es bien pressé, brusquement. Mais non, Elisabeth, cette demoiselle Gréco ne connaît pas la ville. Si tu préfères que je reste avec toi, nous enverrons Ralph avec la voiture. Non, non, vas-y donc, que je vois vite sur qui nous allons tomber. Écoute, je suis convaincu qu'elle fera très bien l'affaire. L'agence l'a chaudement recommandée et elle a d'excellentes références. Je suis persuadé qu'elle va s'occuper de toi parfaitement. Ah, cesse donc de bavasser et file. Tu la feras monter tout de suite pour que je puisse avoir un entretien avec elle. Pauvre fille. L'examen de passage risque d'être difficile pour elle. Comme toujours, le train a du retard. Arnold attend au volant de sa petite voiture de sport, un cadeau de sa femme pour l'anniversaire de leur mariage. Enfin, ce maudit train finit par entrer en gare. 3 voyageurs descendent, pas d'erreur possible, 2 hommes et une femme. Elle est mince et le chapeau incliné qu'elle porte dissimule en partie son visage. Les 2 hommes l'aident à descendre ses valises. Arnold remarque tout de suite qu'elle a des jambes superbes, une silhouette de mannequin. Il s'approche d'elle et lui tend la main. « Bonjour, Arnold Bourdon, je suppose que vous êtes Hélène Gréco. » Elle relève la tête. Elle n'est pas maquillée, heureusement, car un peu de rouge aux lèvres et de bleu aux paupières compromettrait définitivement ses chances d'être acceptée par Elisabeth Bourdon. Mais telle qu'elle est, elle n'en est pas moins ravissante. Et Arnold se demande comment va réagir son épouse. « J'espère que vous serez bien chez nous, mademoiselle. Ma femme a besoin pendant quelque temps d'une présence féminine, d'une personne qui puisse, mieux que moi, répondre à ses besoins. On vous a déjà parlé de sa maladie? » « Oui. Oui, monsieur, on m'a tout expliqué. Je suis infirmière, mais si j'ai bien compris, votre femme a surtout besoin de compagnie. » Voilà, c'est ça, oui. Elle est tellement nerveuse et fragile. Mais je suis sûr que vous vous entendrez à merveille. Vous avez l'air si sensible. Arnold se doute bien que sa femme va apprécier à sa façon la beauté rayonnante de mademoiselle Gréco. Mais c'est très exactement ce qui arrive.
Mais d'où l'as-tu sorti? De la 42e rue? Mais enfin, Elisabeth, c'est toi-même qui as choisi Mademoiselle Gréco d'après les renseignements fournis par l'agence. Je la vois comme toi pour la première fois. Enfin, tu reconnais tout de même qu'elle est ravissante. Enfin, cette demoiselle ne manque pas de charme, enfin, de là à dire qu'elle est ravissante. Elisabeth, j'espère que tu ne vas pas te faire des idées, voyons. Très bien. Elle va rester ici, Arnold. Nous allons la garder. Ce sera très amusant de vous observer tous les deux. Car je ne vous quitterai pas des yeux, tu peux m'en croire. Et s'il se passe la moindre chose... Mais enfin, ma chérie, qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu sais bien que tu es la seule femme qui compte pour moi. Oui, oh, c'est pas la peine de te fatiguer. Je te connais, Arnold. Je te connais même si bien que j'entends d'ici ton petit cœur romantique palpiter des mois. Va donc lui annoncer qu'elle est engagée. Non, attends. Je vais le faire moi-même. Elisabeth prend la clochette posée sur la table de chevet et l'agite violemment. Belle entrée en matière pour cette pauvre fille, se dit Arnold. J'espère qu'elle ne va pas devenir le souffre-douleur de ce tyran. La voilà qui arrive. Elle a enfin compris que cet appel s'adressait à elle. Elle frappe à la porte de la chambre et entre. Vous m'avez appelé, Madame Bourdon? Oui. Et désormais, ma chère, il faudra vous habituer à ce signal et mettre moins de temps pour venir. Je veux prendre l'air ce matin. J'aurai besoin de votre aide pour pousser mon fauteuil. Quelques semaines après son arrivée, un soir, Mademoiselle Gréco descend dans la cuisine afin de boire un chocolat chaud. C'est vrai, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle a du mal à s'habituer à cette maison et à l'atmosphère étouffante qui y règne. Cette clochette qui ne cesse de retentir dans la maison, d'ailleurs souvent sans raison apparente, comme un avertissement. Ce soir-là, Arnold ne parvient pas, lui non plus, à s'endormir. Il l'a entendue et la rejoint dans la cuisine. Voulez-vous un peu de chocolat chaud, Monsieur Bourdon? Avec plaisir. Cette robe de chambre vous va à merveille, Hélène. Dites, vous permettez que je vous appelle Hélène? Oh, volontiers, Monsieur Bourdon. Enfin, Arnold. Ils sont tout près l'un de l'autre. Arnold ne peut résister. Il la prend dans ses bras et l'embrasse. Oh, je vous aime, Arnold, depuis le premier jour. Moi aussi, je vous aime, Hélène. Mais c'est sans espoir, n'est-ce pas? Tout dépend de ce que vous jugez sans espoir, Hélène. Je veux parler du mariage, bien sûr. Comme vous le savez, ma chère Hélène, je suis marié. Mais le divorce, Arnold, il suffit d'aller au tribunal. Oui, bien sûr. Et à l'hospice pour indigents ensuite. Autrement dit, Arnold, nous devons en rester là. Vous êtes vraiment terriblement vieux jeu, ma chérie. Si j'ai bien compris, c'est le mariage ou rien. Oui, Arnold. Je veux avoir un mari, pas un amant. Connaissant votre mari, Elisabeth Bourdon, vous n'auriez pas dû tenter le diable. Hélène Gréco est une bonne infirmière, mais aussi une sacrée belle fille. Et lui est encore assez bel homme pour son âge. Hélène, connaissez-vous la pentatalimine? Le remède que je donne chaque soir à votre femme? Oui, c'est cela. Je sais que c'est un puissant sédatif. Comme elle se sent souvent très mal pendant la nuit, il lui est d'un grand secours. Dites-moi, Hélène, réfléchissez bien, c'est important. Vous êtes au courant des doses auxquelles on l'administre et de tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, Arnold, je connais mon métier, je sais que c'est un médicament dangereux et qu'une trop forte dose peut affecter le cerveau et même causer une hémorragie. Hélène, vous ne risquez jamais de vous tromper et de lui administrer une trop forte dose? Bien sûr que non, Arnold. Mais la chose serait facilement décelable. Mais ne pourrait-elle pas passer inaperçue si elle était faite progressivement?
Disons, un centicube de plus par soir finirait par avoir le même effet. Hein? Oui, Arnold, mais vous ne pensez pas... Essayez simplement de me suivre, Hélène. Elle s'affaiblirait de jour en jour, n'est-ce pas? Oui, Arnold, c'est cela. Elle aurait des nausées. C'est un des symptômes. Un symptôme qui n'est pas forcément attribuable aux médicaments. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour qu'elle... Je ne sais pas, Arnold. Vous me faites peur. Répondez à ma question, Hélène. Combien de temps? 2 mois, peut-être. Cela nous mènerait en juin, ma chérie. Je crois que vous allez trouver sous peu un mari. Le docteur Yven ne comprend vraiment pas. Depuis 2 semaines, sa patiente a des nausées violentes et elle est extrêmement faible. Son état mental est très perturbé. Monsieur Bourdon, votre femme se fait de drôles d'idées à propos de cette mademoiselle Gréco. Quelle sorte d'idée, docteur? Votre femme est très imaginative. Du fait de sa réclusion, elle est portée à imaginer toutes sortes de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Elle m'inquiète beaucoup, et si elle ne va pas mieux d'ici la fin de la semaine, je crois que nous devons la mettre en observation à l'hôpital. Enfin, docteur, vous ne pouvez pas faire cela. Elisabeth n'acceptera jamais. Elle y sera bien obligée, monsieur Bourdon, sinon je ne réponds pas des conséquences. Tous les soirs, Arnold retrouve Hélène pour un chocolat chaud devenu rituel. Habituellement, c'est un moment de sérénité, presque de bonheur. Mais pas ce soir. Hélène, si Elisabeth est examinée par les médecins de l'hôpital, ils décèleront l'excédent de sédatif et comprendront qu'elle en absorbe une trop forte dose. Il y a 2 choses que nous pouvons faire. Soit nous diminuons la dose, ou bien... J'y avais pensé aussi, Arnold. Il la serre contre lui. L'étreinte se prolonge et Arnold imagine, en embrassant la jeune femme, ce que sera la maison sans le bruit de cette maudite sonnette. Mais que se passe-t-il brusquement? Le regard de sa compagne se fixe sur la porte de la cuisine. Il se retourne aussitôt. Elisabeth est là, en chemise de nuit, spectrale dans la pénombre, avec un rictus qui lui déforme le visage. Je ne veux surtout pas vous déranger. Faites comme si je n'étais pas là. Mais Elisabeth, tu n'aurais pas dû descendre. Je n'arrivais pas à trouver ma sonnette. Ce satané docteur a dû l'égarer. Alors il a bien fallu que je descende. Mais je ne le regrette pas. Ça m'allait le déplacement. C'est un malentendu, Elisabeth. Il se trouve que mademoiselle Gréco a eu un léger malaise et je... Oui, malaise ou pas, elle devra se soigner toute seule désormais. Je veux qu'elle s'en aille. Je vous mets à la porte. Vous entendez? Et si Arnold était mon domestique, je le renverrais aussi. Mais il se trouve être mon mari. J'insiste, mademoiselle. Mon mari. Compris? Dès demain matin, Raph vous conduira à la gare. Quant à toi, Arnold, tu téléphoneras à l'agence pour leur demander de nous envoyer quelqu'un pour remplacer cette femme. Le lendemain après-midi, Elisabeth Bourdon est rayonnante. Elle semble aller beaucoup mieux. J'ai trouvé la femme parfaite, Arnold. J'en suis très heureux, ma chérie. Les 2 premières étaient impossibles, beaucoup trop jeunes. Je suis persuadé que tu trouveras celle que j'ai engagée tout à fait à ton goût. Très fascinante dans le genre femme épanouie. Elle est d'ailleurs déjà en train de s'affairer dans la cuisine. En effet, dans la cuisine, une grosse femme de petite taille prépare le plateau de médicaments. À l'entrée d'Arnold, elle tourne la tête. Elle a des cheveux blancs, un triple menton, des joues rouges et doit avoir dans les 70 ans. Alors, surtout, il ne faut pas oublier le sédatif qu'Elisabeth prend à 9 heures. Non, bien sûr que non. Mais quelle pâleur. Quelque chose qui ne va pas? Le dosage, c'est bien compris? Mais oui, juste un centicube de plus que la dose normale. Exactement. À présent,
Il ne devrait plus falloir longtemps pour l'achever. Dieu seul sait ce qui lui tient l'âme si bien chevillée au corps. Arnold prend la vieille femme dans ses bras et l'embrasse affectueusement. Elle lui sourit tendrement, tandis que, là-haut, la clochette se fait entendre. Oui, c'est ça. On arrive, Elisabeth, chérie, on arrive, ne sois pas si impatiente. Oh, ma petite maman, quelle chance que toi aussi, tu sois infirmière.